Bien, bonsoir. J'ai choisi de donner une présentation qui n'est pas technique du tout, absolument pas. Je vais introduire un petit peu les notions d'intelligence artificielle, de machine learning en très peu de temps, puisque à peu près une vingtaine de minutes, 25 minutes à peu près. J'ai voulu commencer aussi par eh bien, un petit peu démystifier certains mots. Hein, lorsqu'on lit la presse, lorsqu'on écoute la radio, on regarde la télé, un reportage, il y a pas mal de nouveaux mots-clés qui sortent, intelligence artificielle, big data, chatbot, Internet of Things, ce genre de choses. Et en discutant un petit peu avec les gens, les gens qui n'ont pas un background technique comme le mien, j'ai vu que c'est parfois un petit peu difficile à appréhender, à comprendre simplement qui est quoi, que fait quoi. J'avais discuté avec une étudiante de journalisme qui pensait qu'Internet of Things c'était de l'intelligence artificielle, ce genre de choses, et franchement je ne lui jette pas la pierre parce que je comprends tout à fait qu'on peut être un peu perdu aujourd'hui. Donc ma présentation, ça va commencer par ça. Ça va être essayer de poser un peu des pierres de base pour dire qu'est-ce qui est de l'IA et qu'est-ce qui n'est pas de l'IA. Et une fois que j'aurai un petit peu introduit, voilà, en gros, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que le machine learning dont on entend beaucoup parler en ce moment, je vais terminer ma présentation en parlant de l'impact que peut avoir qu'a l'intelligence artificielle aujourd'hui et que peut avoir potentiellement l'intelligence artificielle dans les prochaines années, également les limites qu'il y a aujourd'hui et qu'il y aura également demain dans ce domaine-là. Alors, juste que je regarde, oui, on voit assez bien. Donc, qu'est-ce que l'IA? Alors, je le disais tout à l'heure, en ce moment, il y a beaucoup de mots-clés qu'on entend ou qu'on lit et dont on n'a pas forcément les outils pour vraiment comprendre, trier de quoi il s'agit. Donc là, j'ai mis robot, big data, intelligence artificielle, machine learning, cloud, blockchain, Internet of Things. J'aurais pu en mettre d'autres, mais voilà, ça, ce sont des mots qui reviennent assez souvent. Alors, en ce qui concerne cette liste, les deux premiers, intelligence artificielle et puis machine learning, je vais en parler plus tard, donc là du coup, je ne vais pas en parler maintenant, dans ce slide. En ce qui concerne le reste, eh bien, ce n'est pas de l'IA. Donc tout ce qui est en dessous de machine learning, ce n'est pas de l'IA. Robot, big data, blockchain, cloud, Internet of Things, il y a des liens, il y a des ponts avec l'IA, mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle, ça n'appartient pas à l'intelligence artificielle. Juste un petit mot d'ailleurs, j'ai tendance à dire sans m'en rendre compte IA, donc IA ça veut dire intelligence artificielle, bon ça c'est un petit, on va dire défaut professionnel. Alors je vais rapidement pour expliquer, la robotique je vais en parler un petit peu tout à l'heure, le big data je disais effectivement ce n'est pas, sans strict de l'IA, ça n'appartient pas à l'IA. Il y a des ponts, il y a des méthodes d'IA qu'on utilise pour traiter du big data, mais ce n'est pas de l'IA. Le big data utilise de l'IA, mais n'est pas de l'IA. Donc le big data, là j'ai mis, le challenge c'était de définir en 3-4 mots ces mots-clés. Donc ici, big data, ensemble massif de données, blockchain, base de données distribuée avec des mécanismes de certification, le cloud, infrastructure de calcul et stockage sur un réseau accessible et bien souvent Internet. Et puis Internet of Things, c'est l'extension d'Internet à des objets. Donc tout ceci n'est pas de l'intelligence artificielle. Si vous retenez une chose de ma présentation, si vous retenez ceci, j'estime que j'ai gagné, déjà. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? C'est une question auquel il n'est pas du tout facile de répondre pour plusieurs raisons. Déjà, bon, l'intelligence artificielle, ça vient principalement de l'informatique. L'informatique est une science, et un ensemble de techniques aussi assez jeune, relativement jeune. Comparé aux mathématiques, par exemple, c'est jeune. Du coup, comme toutes les choses jeunes, eh ben, ça bouge assez rapidement, c'est un peu informe, c'est pas très bien forcément cadré, et ceci est particulièrement vrai pour l'intelligence artificielle. Je ne connais pas de définition formelle qui fait consensus sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Vous posez la question à 10 chercheurs en IA, qu'est-ce que l'IA? Vous allez avoir sans doute 10 réponses différentes. Donc moi, je vais vous donner ma réponse ce soir, mais gardez bien à l'esprit que c'est ma vision des choses et que certaines personnes, certains spécialistes ne peuvent très bien ne pas être d'accord avec cette vision de ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors, une chose sur laquelle j'aime bien commencer personnellement, il y a beaucoup de confusion là-dessus sur intelligence artificielle et robotique. Donc j'aime bien trancher dans le vif et que les choses soient assez claires là-dessus.
Robotique et IA, ce n'est pas la même chose, c'est vraiment différent. Alors, on les confond beaucoup, sans doute parce que, eh bien, dans la culture pop ou dans les romans ou films de science-fiction ou jeux vidéo, c'est souvent assez lié. Mais c'est vraiment, il s'agit de deux domaines de recherche et applicatifs différents. Alors, si je devais justement donner une différence, un petit peu à la limite caricaturale, mais j'aime bien parce qu'elle donne un peu l'intuition des choses. La robotique, c'est ce qui va s'occuper du corps. Okay. L'intelligence artificielle, c'est ce qui va s'occuper plutôt de l'esprit ou du cerveau. Donc la robotique, vous avez, c'est un ensemble mécanique, électronique, qui utilise de l'intelligence artificielle. Le but de la robotique, c'est de faire des agents qui soient autonomes ou semi-autonomes. Et pour savoir cette autonomie, il y a besoin d'avoir un comportement intelligent, donc c'est là que vient l'intelligence artificielle. Mais en ce qui concerne l'intelligence artificielle même, ça peut s'appliquer à la robotique, tout comme ça peut s'appliquer à plein d'autres choses. Personnellement, là j'ai marqué cerveau et esprit, il ne faut pas forcément penser au cerveau du robot ou à l'esprit du robot, c'est simplement quelque chose qui pourrait être dans un ordinateur, c'est personnellement ce que je fais dans ma recherche, hein. Je n'applique pas du tout ma recherche sur les robots, je reste à la machine que j'utilise, sur laquelle j'applique mes méthodes d'IA, c'est un ordinateur. Ça peut très bien ne pas quitter un ordinateur, un téléphone portable, il y a beaucoup d'IA sur les téléphones portables, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, j'aime bien faire commencer par cette scission-là, cette dichotomie-là, pour casser un petit peu l'image qu'on a, qui est assez tenace, malgré tout, de la confusion entre robotique et intelligence artificielle. Donc il s'agit de deux choses différentes. Et alors du coup, l'IA c'est quoi? Si je devais la définir en 3 mots, pour moi, ma définition, l'intelligence artificielle, c'est mécaniser la cognition. Mécaniser dans le sens rendre automatique, et pas forcément, on ne voyait pas forcément des pièces mécaniques, mais c'est vraiment simplement traiter de manière automatique quelque chose, comme on le fait par exemple en mathématiques dans certains domaines. Et mécanisant donc la cognition c'est-à-dire tout processus cognitif, le fait de réfléchir, de penser. Alors, la cognition, pourquoi faire? Quel type de problème? Il y en a énormément, mais je vais juste en lister 3, enfin, en illustrer 3. La cognition, ça peut être pour résoudre un problème particulier. Je prends cet exemple précis, vous avez un point A qui est le point d'où vous partez et puis une destination B. Vous voulez trouver un chemin entre ces deux points. Vous avez certaines contraintes, par exemple, vous ne voulez pas emprunter le péage d'autoroute. Et il existe plein de chemins différents entre A et B qui vérifient votre contrainte, sauf qu'il y en a une qui va être plus courte, un chemin qui va être plus court que les autres, donc il y a un chemin, une solution qui est de meilleure qualité que les autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un problème d'optimisation. Et notamment, pour résoudre des problèmes d'optimisation, existent des méthodes d'intelligence artificielle. Ensuite, comme deuxième exemple, j'ai pris comprendre le langage, que ce soit du texte, donc de l'écrit, ou que ce soit la parole. Le fait de comprendre le langage nécessite également, ou peut être traité par des méthodes d'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui n'est pas du tout évident à faire. Alors je dirais comprendre le langage, en gros, il y a 2 niveaux de difficulté. Le premier serait, pour ce qui est par exemple de le parler, donc vraiment l'oral. Le premier niveau, c'est qu'une machine comprenne ce que l'on dise. C'est pas, si on dicte un texte, que la machine soit capable d'écrire, tout simplement, c'est une dictée. Ça, pour l'instant, ça marche pas trop mal. Je pense que la plupart d'entre vous, en face de moi, ont un smartphone dans la poche. Vous pouvez lui dicter un SMS. Aujourd'hui, ça marche quand même assez bien, ça fait assez peu d'erreurs. Et la deuxième étape derrière ça, c'est aller au-delà de la simple compréhension de ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment comprendre le sens des phrases. Et là, c'est une autre paire de manches, c'est bien plus difficile. Donc imaginez une machine qui arriverait à comprendre, par exemple, l'ironie ou le sarcasme dans une phrase. On en est encore loin. Mais donc, du coup, c'est intéressant, il reste plein de choses à faire dans ce domaine. Donc comprendre le langage, voilà, c'est ça, on peut avoir des méthodes d'IA pour la compréhension du langage. Et l'apprentissage également, le fait d'apprendre, c'est-à-dire le processus cognitif qui nous amène à un état de connaissance de base,
vers un autre état de connaissance, où on a acquis de la connaissance, ou alors au contraire on a réfuté de la connaissance. Ceci est également mécanisable, c'est ce qu'on fait en machine learning, je vais en parler un petit peu plus tard, et c'est un des principes cognitifs, plutôt oui, principes cognitifs, je n'ai pas d'autres termes qui me viennent, qu'on peut traiter avec de l'intelligence artificielle et qu'on peut mécaniser. Alors, une chose sur laquelle j'aime bien insister aussi, en ce moment on parle beaucoup d'intelligence artificielle, dans la presse notamment, par exemple, pas que, mais dans la presse. Et lorsqu'on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, allez, je pense ne pas prendre beaucoup de risques si j'affirme que 95% du temps, ça fait référence en réalité à des méthodes qu'on appelle deep learning. Et la confusion qu'on pourrait faire, c'est de penser qu'il y a une équivalence entre deep learning et intelligence artificielle, ce qui n'est pas du tout le cas. Le deep learning, c'est une famille de méthodes qui appartiennent au machine learning, qui est un ensemble que je vais définir un petit peu plus tard, et qui lui-même est un ensemble de connaissances, de techniques, de méthodes en intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Le machine learning est quelque chose d'important en IA, mais ça ne fait pas tout l'IA. Tout l'IA ne repose pas uniquement sur ça. Pour illustrer un petit peu mon propos, j'ai pris la page web, alors on voit rien, d'accord, on voit rien. J'ai pris, vous verrez par vous-même, j'ai pris la page web du groupement de travail, enfin du groupement de recherche en intelligence artificielle du CNRS, donc c'est quelque chose sur le niveau national qui est dispatché sur le territoire et entre les laboratoires, qui a listé 6 directions en intelligence artificielle, 6 axes majeurs, sachant que, je vais préciser, ce groupement de recherche s'intéresse aux aspects formels et algorithmiques de l'intelligence artificielle, donc plutôt les aspects théoriques. Donc du coup, ces 6 axes ne recouvrent pas l'intégralité de ce qu'est l'intelligence artificielle, mais ça couvre déjà un bon morceau. Et dans ces 6 axes, donc vous ne pouvez pas les lire, je vais les lire, il y a représentation des connaissances et modélisation des raisonnements, premièrement. Deuxièmement, incertitude, modèle graphique et réseau bayésien. Troisièmement, contrainte et SAT. Alors SAT, je ne vais pas expliquer ce que c'est, ça prendrait 20 minutes encore. Quatrièmement, apprentissage, donc l'apprentissage automatique, le machine learning en anglais. Planification et recherche heuristique. Et enfin, système multi-agent et décision collective. Donc on voit que là-dedans, il n'y a pas que du machine learning. C'est un petit peu ce que je voulais illustrer. Alors ensuite, qu'est-ce que le machine learning exactement? Puisque tout de même, on en parle beaucoup en ce moment. Le machine learning, si je devais définir ça en une phrase, j'ai écrit méthode pour automatiser les mécanismes d'apprentissage. Donc concrètement, dit autrement, c'est de faire en sorte qu'une machine comme ceci puisse apprendre, c'est-à-dire puisse partir d'un état de connaissance nul ou quasi nul et arriver à, sur une question bien précise, à un état de connaissance autre où le but, c'est d'essayer de maîtriser quelque chose, maîtriser un domaine pour lequel la machine a été entraînée. Alors, maîtriser quoi? Apprendre quoi? Ça peut être, parmi d'autres exemples, reconnaître des objets ou des visages sur une photo. Ça, pour l'instant, on y arrive même très bien. Depuis, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est 2014 ou 2015, je ne sais plus trop. On a des méthodes d'IA qui font moins d'erreurs que l'être humain sur la reconnaissance d'objets dans les photographies. L'être humain fait à peu près autour de 5-6% d'erreurs. Donc, je parle de photos qui ne sont pas forcément très bien cadrées, qui sont un peu floues, enfin voilà. Et l'état de l'art en intelligence artificielle, je crois que le taux d'erreur est en dessous de 3%. Donc ça fait 2 fois mieux que nous. Reconnaître des phrases dictées, ça j'en ai parlé tout à l'heure, hein. Vous prenez votre smartphone, ça marche vraiment bien maintenant, aujourd'hui. Jouer à des jeux, oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est mon axe de recherche en fait. Je suis chercheur en IA des jeux. Donc je ne vais pas en parler ce soir, parce que ça sort un petit peu du cadre. Mais d'un autre côté, il m'est difficile de donner une présentation de 20-25 minutes sans parler de jeu à un moment. Donc voilà, là c'est bon, je l'ai fait. Vous avez sans doute tous entendu parler d'AlphaGo, cette IA qui a été développée par Google DeepMind et qui joue au Go. Donc le Go, c'est un jeu de plateau. Comment le décrire? J'allais dire ce sont les échecs chinois. C'est faux, c'est pas les échecs chinois. Mais c'est un jeu de plateau, de stratégie,
qui, alors là, je vais peut-être pas me faire des amis dans la salle, mais qui est bien plus profond que les échecs. Voilà, ça c'est dit. Et qui est vraiment très difficile à maîtriser. Donc, les règles sont très simples, hein, ça s'explique en 10 minutes, et puis c'est l'œuvre d'une vie pour maîtriser ce jeu par la suite. Et donc depuis l'an dernier, non, 1 an et demi, je sais, oui, quelque chose comme ça, on a une méthode d'intelligence artificielle qui bat n'importe quel joueur humain au monde. Et c'est même pire que ça. Dernièrement, ils ont sorti Alpha 0, ou AlphaGo 0, qui est donc une intelligence artificielle qui bat aussi n'importe qui, n'importe quel joueur, être humain, et puis n'importe quel IA au Go, en partant vraiment absolument de zéro. C'est-à-dire qu'il y a zéro connaissance humaine qui ont été injectées dans l'IA. On ne lui a même pas expliqué quelles étaient les règles du jeu, il doit se débrouiller et apprendre lui-même. Et en l'espace de 3 jours, ça battait n'importe qui sur cette planète. Voilà, donc, entre autres, le machine learning peut servir à apprendre ce genre de choses. Ouais, je vais passer sur ça. Donc là-dessus, je reprends un petit peu le même genre de schéma que tout à l'heure avec l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de deep learning, donc c'est une sous-famille, enfin c'est une famille de méthodes, de techniques qui appartiennent au réseau de neurones, qui exploitent les réseaux de neurones, les réseaux de neurones artificiels. Hein, donc ce sont des objets mathématiques qui s'inspirent du vivant, qui s'inspirent du fonctionnement du cortex visuel, qui ne sont pas de la modélisation du cortex visuel. Ça, il y a beaucoup d'erreurs souvent. Ça n'essaye pas de modéliser comment fonctionne notre cerveau, ça s'inspire de la manière de fonctionner de notre cerveau. Un petit peu comme les avions, si vous voulez. Pour faire des avions, on n'a pas essayé d'imiter les oiseaux, on n'a pas d'avions qui battent des ailes, on s'est inspiré des ailes des oiseaux pour faire des avions. Là, c'est un petit peu la même chose. Voilà, et donc les réseaux de neurones, ce sont des techniques qui existent en machine learning, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a les méthodes bayésiennes, il y a les méthodes markoviennes, il y a les support vector machines, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres choses que les réseaux de neurones. Ok, donc ça c'était ce que je voulais un petit peu poser les bases sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle et qu'est-ce que le machine learning. Donc maintenant je vais parler des impacts de l'intelligence artificielle et également des limitations, des risques autour de cette notion. Alors en ce qui concerne l'impact, si on se projette un petit peu dans l'avenir, on va dire aller dans les 10 prochaines années, donc je ne suis pas devin, je ne peux pas vous dire quel sera l'état de l'art de l'intelligence artificielle dans 10 ans, c'est impossible. S'il y a quelqu'un qui vous dit que dans 10 ans l'IA sera comme ça, bah, c'est qu'il vous ment, parce que lui non plus il ne sait pas, c'est pas possible. Par contre, je peux donner des pistes qui semblent vraisemblables. C'est possible qu'on arrive à cet état-là. Donc, disons dans une dizaine d'années, où est-ce qu'on va aller, l'impact de l'IA dans la société, dans notre vie de tous les jours. Ça aura sans doute un impact sur tout ce qui est interaction homme-machine. Si jamais on fait encore des progrès sur la compréhension du langage, est-ce qu'on aura toujours besoin d'un clavier et d'une souris pour communiquer avec un ordinateur, ou si les machines comprennent très bien ce que l'on dit, on pourra peut-être tout simplement se passer de ça. Donc tout ce qui est interaction homme-machine, ceci va être encore plus renforcé avec l'Internet des objets, donc Internet of Things, où on pourra s'adresser à son canapé, à son micro-ondes, à son frigo, je ne sais pas trop quoi dire, mais on pourra peut-être. Donc ça va sans doute potentiellement profondément changer tout ce qui est interaction homme-machine. Également interaction homme-homme, puisqu'il y a déjà des méthodes d'IA qui sont développées pour faire de la traduction automatique en direct. Il existe quelques petits appareils, c'est encore largement perfectible, mais encore une fois, lorsqu'on voit les progrès qu'on arrive à faire ces dernières années, l'état de l'art aujourd'hui ne ressemble absolument à rien de ce qu'était l'état de l'art il y a 1 an, qui elle-même ne ressemble à rien de ce qui était il y a 2 ans. Donc on pourrait imaginer avoir des systèmes qui traduiraient instantanément n'importe quel discours d'une langue de départ vers une langue d'arrivée. Un impact aussi sur la médecine, j'aime bien cet exemple-là. Donc vous l'avez peut-être lu, il y a eu des articles là-dessus il y a environ 1 an à peu près. Mais on a des méthodes d'IA qui, lorsqu'on leur donne des images, soit des photos de la peau ou alors des images d'IRM, ce genre de choses, on a des méthodes d'IA qui arrivent à mieux détecter des débuts de tumeurs cancéreuses que les spécialistes.
J'aime bien prendre cet exemple j'aime bien prendre l'exemple de la radiographie en comparaison. Imaginez que alors aujourd'hui, vous cassez le bras, pas de chance, et vous allez voir votre médecin, il y a de bonnes chances quand même qu'il va vous prescrire une radio, d'aller passer une radio. Aujourd'hui, il est inconcevable qu'un médecin qui soupçonne que vous soyez cassé le bras n'utilise pas l'outil qu'est la radiographie pour établir son diagnostic. Eh bien, peut-être que dans un avenir plus ou moins proche, il sera aussi inconcevable qu'un médecin ne fasse pas appel à une intelligence artificielle pour de l'aide à la décision, c'est-à-dire lui donner les données du patient, et puis qu'il y ait un retour, alors qu'il n'y ait pas de prise de décision, mais qu'il y ait de l'aide à la décision, c'est-à-dire que l'IA dit ce qu'elle en pense, et ensuite le médecin fait son choix derrière. Ça sera peut-être inconcevable qu'un médecin se passe d'une IA dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être. La voiture autonome, on en parle aussi pas mal, c'est largement perfectible, hein, il y a encore quelques petits problèmes, mais je suis à peu près convaincu que la plupart des personnes dans cette salle connaîtront les voitures autonomes un jour, et ça sera quelque chose de démocratisé et d'abordable. Donc voilà, là-dessus, bien sûr, il y aura un impact sur notre vie du quotidien. Et j'ai quand même mis un petit robot, parce que certes, ces robotiques et intelligence artificielle ne sont pas des équivalences, mais ce ne sont pas, c'est pas disjoint non plus, ce ne sont pas des ensembles disjoints, il y a de fortes ponts entre les deux. Et eh bien, actuellement, on a déjà des petits robots. Donc là, il s'agit d'un robot Pepper qui vient à l'origine d'une société française qui a été rachetée par une banque japonaise, SoftBank, que l'on voit beaucoup au Japon, surtout, notamment pour faire de l'accueil, l'accueil des clients. C'est largement perfectible encore. Il y a notamment un hôpital en Belgique qui a adopté ce robot pareil, pour l'accueil de la famille ou des futurs patients, ce genre de choses. Et ça s'est révélé visiblement assez catastrophique. Donc c'était plus contre-productif qu'autre chose. Donc pour l'instant, au Japon, il y en a, c'est vrai, beaucoup. J'ai pas vu personnellement beaucoup de personnes les utiliser. Le Japon est un pays que je connais bien, j'ai vécu 3 ans. Et effectivement, ça reste assez marginal, on le voit souvent, mais honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de clients interagir avec ces machines-là. Il faut dire aussi que dans cette société, les robots sont beaucoup plus acceptés, c'est dans les mœurs. Alors qu'en Europe, sans doute moins. On sait moins simplement s'adresser à une machine ou oser aller vers la machine pour lui demander un renseignement. Ça a été l'une des raisons pour laquelle ça a été un fiasco d'ailleurs dans cet hôpital belge. C'était pas que pour la machine, c'était aussi par rapport à l'attitude des personnes qui ne savaient pas trop comment réagir devant cette machine. Voilà, et un point également, ça j'en suis convaincu, il y a déjà pas mal d'intelligence artificielle dans notre quotidien. J'aime bien prendre l'exemple du smartphone parce que tout le monde en a un pratiquement et peu de gens finalement se rendent compte qu'il y a des méthodes d'IA derrière, notamment pour la reconnaissance vocale. Et une chose où je suis persuadé, c'est qu'il y aura, donc ça va s'accélérer, il y aura de plus en plus d'IA dans notre quotidien, mais sans qu'on s'en rende compte forcément. Et il y a un parallèle que j'aime bien prendre, c'est avec l'automobile. Aujourd'hui, quand vous tournez votre clé de contact dans la voiture, vous ne vous rendez pas compte de tous les processus informatiques qui sont lancés, et pourtant il y en a une myriade. On voit la voiture, comme toujours, et un objet mécanique, et c'est vrai que c'est principalement un objet mécanique, même si c'est maintenant bourré d'électronique et d'informatique, et ça reste assez caché. Et bien pour l'IA, ça sera, à mon avis, la même chose. Il y aura de plus en plus d'IA, sauf que ça ne sera pas forcément visible. Les gens ne s'en rendront pas forcément compte. En ce qui concerne les risques, maintenant, les risques de l'IA. Alors, un risque principal, selon moi, ce n'est pas forcément directement lié à l'IA, c'est notre attitude par rapport aux méthodes d'intelligence artificielle. Et notamment, le risque, c'est de trop lui donner de liberté, de champ d'action, de trop lui déléguer de choses. Il y a un exemple que j'aime bien prendre, c'était le flash crack en 2010. Donc il y a des IA de trading haute fréquence. Alors,
Ça ne fait pas consensus. Est-ce que ce sont des méthodes d'intelligence artificielle ou pas? Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais quoi qu'il en soit, ces méthodes-là ont provoqué, en l'espace de 10 minutes, une chute du Dow Jones de 9,2%. Donc c'est quand même pas négligeable, pas mal, quoi. Et ça a bien sûr des impacts derrière. Là-dessus, il y a sans doute une trop forte confiance qui a été mise dans ces méthodes d'IA pour du trading haute fréquence et qui potentiellement peuvent s'emballer et amener à des situations qui sont quand même pas souhaitables, pour ne pas dire assez catastrophiques. On en parlait tout à l'heure, l'impact sur l'emploi avec un point d'interrogation, parce que là, honnêtement, c'est très difficile de se projeter dans l'avenir et de dire si oui ou non il y aura plus d'emplois créés ou perdus par l'IA. Je pense, pour ma part, qu'il faut avoir conscience qu'il peut potentiellement y avoir des risques de perte d'emploi. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis que c'est possible et qu'il faut simplement s'y préparer et peut-être cadrer les choses pour pas que ça parte non plus à volo. Et un dernier point aussi, dont on parle beaucoup déjà en ce moment, la vie privée. Certaines méthodes d'intelligence artificielle, comme par exemple les fameux deep learning dont on parle beaucoup en ce moment, ont besoin de beaucoup de données. C'est très datavore, notamment pour l'entraînement de ces méthodes-là. Et parmi les données, il y a vos données privées, tout ce que vous mettez par exemple sur Facebook, ou ce que vous connectez sur votre compte Google, ce genre de choses. Tout ça, c'est récupéré et c'est brassé et c'est utilisé. Toutes ces données-là, pourrait, pour l'instant, à ma connaissance, pas en France, c'est pas utilisé à mauvais escient, mais on peut se poser la question dans certains pays. Par exemple, on parlait de la Chine, d'autres pays qui font beaucoup de collecte de données sur ces citoyens, et l'utilisation peut être parfois au détriment des citoyens plus que pour leur protection. Il faut également avoir conscience de ces risques-là. Et je terminerai sur ce slide. Alors j'avoue que j'ai aucune idée de combien de temps j'ai parlé, si je l'ai tenu dans les temps ou pas. C'est bien? C'est pas mal, hein, ok, je m'améliore. Donc faut-il s'inquiéter des risques de perte de contrôle? Ça, on en parle beaucoup aussi. Il y a notamment des personnalités de l'industrie ou du monde de la science, Elon Musk ou Stephen Hawking, qui ont exprimé leurs craintes vis-à-vis d'un scénario à la Terminator, hein, pour dire clairement les choses, où l'IA s'emballerait, deviendrait omniscient, et puis il s'emballerait et voudrait nous écraser. Alors là-dessus, c'est vraiment de la science-fiction. On est très 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 loin d'avoir des méthodes d'IA réellement intelligentes. Pour l'instant, c'est vraiment de l'intelligence artificielle, et je crois qu'il faut souligner le mot artificiel ici. Et dans un premier temps, alors je ne dis pas que ce sont des questions inintéressantes, on peut y réfléchir, on peut y penser. C'est juste qu'il n'y a pas le feu à la porte, quoi. Il y a par contre d'autres problèmes qui, aujourd'hui, ont un impact et dont on peut regarder et dont on n'a pas de solution. Alors notamment, je me base sur un article, je ne sais pas si on va voir le pointeur ici, oui, si, c'est bien. Je me base sur un article de ces personnes dont je ne vais pas écorcher le nom, qui est assez récent, en 2015. Ils illustrent plusieurs points de risques qu'il faut considérer dès maintenant autour de l'intelligence artificielle, et j'en ai retenu surtout deux. Il y en a surtout deux qui ont retenu mon attention plutôt. Le premier point, c'est tout ce qui est comment certifier qu'il n'y a pas de bug dans un programme qui utilise de l'IA. Donc le problème de la certification des logiciels qui utilisent des méthodes d'intelligence artificielle. Déjà, rien que ce problème sur la certification des logiciels, tout court, des logiciels qui n'utilisent pas d'IA, donc des logiciels dont le programmeur a écrit étape par étape qu'est-ce que doit faire le logiciel, et on en reste là. Ça déjà, ce sont des problématiques qui sont d'actualité et qui ne sont pas du tout faciles à traiter. Donc quand je dis des certifications, c'est des preuves mathématiques que le logiciel fonctionne, qu'il fasse bien ce qu'on lui demande de faire, qu'il est exempt de bugs. C'est absolument pas facile à faire. Et si en plus vous y injectez de l'IA, donc l'IA normalement c'est pour aller au-delà des cas qui auraient pu être prévus par un développeur. Des méthodes d'intelligence artificielle vont exécuter des choses qui sont,
Exécuter des choses qui n'ont pas été forcément prises en compte par le développeur. Un développeur ne peut pas créer, enfin ne peut pas réfléchir, penser à toutes les situations auxquelles vont être confrontés un logiciel, c'est parfois pas possible. Donc justement, il y a des méthodes d'IA qui prennent la main pour fonctionner dans des cas qui seraient imprévus. Et donc se pose la question, comment certifier de tels logiciels qui prennent en compte des méthodes d'intelligence artificielle? C'est extrêmement difficile, c'est extrêmement complexe. Et pourtant, c'est important comme question. Si vous avez une voiture automatique, vous voulez être à peu près sûr qu'elle ne va pas se planter dans le premier mur venu. Enfin, vous aimeriez bien qu'il y ait quelque chose, une sorte de certification mathématique, comme quoi ceci n'est pas possible. Donc voilà, c'est vraiment une question importante. Et la deuxième question, enfin le deuxième point, ça concerne tout ce qui est risque de piratage et de détournement. Si jamais vous savez comment fonctionne une méthode d'intelligence artificielle sur un problème précis, si vous savez vraiment exactement comment ça fonctionne, vous pouvez la contourner. En fait, il peut exister des moyens de la contourner. Et pour ça, j'ai une petite vidéo que je vais vous montrer, voilà, qui est ici. Alors, il s'agit d'une équipe britannique, ça date d'il y a 6-9 mois, qui a étudié une IA de reconnaissance photo et même vidéo, c'est-à-dire il y a une IA qui est branchée à une caméra, on va dire, et on lui montre des objets devant cette caméra sous différents angles, et l'IA doit dire de quoi il s'agit. C'est quoi? Est-ce que c'est une bouteille d'eau? Est-ce que c'est un micro? Voilà. Et donc ces chercheurs ont imprimé en 3D une petite tortue. Ah oui, alors c'est bon. Le montre à les méthodes d'intelligence artificielle qui ici la classifie. Donc ce qui est ici en plus haute confiance, l'IA classe cet objet comme étant une tortue. Donc c'est bien, c'est effectivement une tortue. Donc tout va très bien jusque-là. Et on voit bien? Oui, on voit, c'est bien. Et très bien, ces mêmes chercheurs britanniques ont imprimé en 3D une autre tortue, mais avec des petites différences, des petites variations. Alors, pour nous, êtres humains, c'est très clairement une tortue, mais si on regarde bien, il y a effectivement des petits motifs qui sont un peu bizarres, métalliques, enfin, voilà. Et pour l'IA, ceci, quel que soit l'angle de l'objet, c'est très clairement une arme à feu. Il n'y a aucun doute là-dessus, elle est absolument persuadée que c'est une arme à feu. Voilà. Donc, imaginez l'inverse. Imaginez, par exemple, que, vous parlez de commerce maritime tout à l'heure, imaginez que dans des docks, on vide des conteneurs et il y a beaucoup trop d'objets pour qu'un être humain ou des êtres humains regardent ce qu'ils contiennent. Donc, on met une IA branchée à une caméra qui analyse simplement les objets qui passent sur un tapis pour voir quels sont ces objets, et que des contrebandiers impriment en 3D des armes, on sait imprimer en 3D des armes, mais de manière à ce que ça soit reconnu comme étant des tortues. Donc ça passerait tranquillement, et puis on pourrait faire passer des armes comme ça, par exemple. J'ai un autre exemple, je sais qu'il y a des recruteurs ce soir dans la salle. Il y a un autre groupe britannique qui a étudié une méthode, alors a priori d'IA, pour sélectionner les CV. Vous savez, les grosses entreprises qui reçoivent vraiment énormément de CV peuvent faire une présélection des CV à travers un logiciel, en fait, qui va sélectionner des CV, et puis les êtres humains ne vont uniquement analyser ce qui en ressort. Par exemple 1% qui en ressortent. Et donc, sachant quelle était la méthode d'analyse qui était employée dans le logiciel, ils ont réussi à faire passer des CV simplement en ajoutant les mots comme Cambridge, Oxford en blanc, quelque part. Donc c'est en blanc, vous l'imprimez, vous ne le voyez pas, ou même vous l'affichez sur votre écran, a priori le fond est blanc, donc un être humain ne va pas le voir, mais le mot existe, il est bien là. Et l'IA a vu, Oxford ou Cambridge, et hop, il remet ça en haut de la pile. Voilà. Et là c'est tout bête, hein, je veux dire, n'importe qui peut le faire, c'est vraiment simple à faire. Donc ça c'est une manière de contourner des méthodes d'IA, ça existe, il faut avoir conscience que ça existe. Lorsqu'on emploie des méthodes d'IA, il faut avoir conscience que il peut y avoir des tentatives de détournement comme ça, donc il faut prendre un peu de recul par rapport à tout ceci.